Donc bienvenue, merci d'être venus si nombreux malgré le froid, la neige, la tempête, les intempéries. C'est très chouette de vous voir tous ici réunis pour cette première table ronde UX République, Digital Club franco-allemand, sur le thème de l'UX Design et de la stratégie à l'international, donc co-organisée donc, avec le Digital Club franco-allemand. Et du coup, avant de présenter les speakers, je vais vous présenter UX République, puis Bettina présentera le Digital Club franco-allemand. Et donc notre soirée de ce soir, c'est autour de partage, donc au pluriel, d'expertise au pluriel et d'échange au pluriel, parce qu'on a des personnes plurielles avec des expertises, des partages à nous faire qui seront différents selon les entreprises sur l'expérience à l'international, et vos échanges aussi qu'on va avoir tous ensemble et qui vont nous enrichir. Et puis je remercie Gaspard et Adrien, qui sont directeurs artistiques chez UX République, qui vont live sketcher durant tout l'événement. Et puis c'est streamé sur YouTube. Et puis il y aura une petite vidéo donc avec Fun7 à la régie. Et il y aura un article de blog d'ici la fin de semaine sur le blog du UX République. Vous pouvez retrouver la restie de l'événement et la vidéo aussi également. Et donc si vous souhaitez tweeter, donc c'est @UXRépublique et @DCFA Digital. Donc n'hésitez pas à live tweeter aussi l'événement. Donc on a pris un petit peu de retard, mais on va se tenir dans les délais, on va essayer. Donc on commence par la table ronde, on finira par des questions-réponses, et puis ensuite on passera à un cocktail dînatoire et du networking dans notre open space. On vous a préparé de quoi se réchauffer les cœurs et les âmes, et les corps. Donc UX République, qui nous sommes? Nous sommes une agence d'experts en UX design, et nous sommes 85. Nous intervenons en régie chez nos clients sur 4 domaines d'expérience. La user experience, donc avec des UX designers. Sur la data vise, donc avec des directeurs artistiques. Nous avons aussi des product owners, donc qui interviennent en régie chez les clients pour accompagner le développement de produits et de services. Et un service de digital analytics, donc sur l'accompagnement pour piloter la data, l'expliquer et la mettre en place. Et on est aussi un centre de formation dont je m'occupe, où nous formons donc sur tout ce qui est design thinking et UX design, notamment design sprint, lean UX, introduction à l'UX design, des parcours complets en UX design, tests utilisateurs, recherche utilisateur. Également sur les méthodes agiles, donc où nous dispensons des formations certifiées pour être Scrum Master, Scrum Product Owner, Coach Agile. Et enfin, un département JavaScript, donc pour toutes les technologies JavaScript, back et front-end, avec les experts de JS République, parce que UX République a 2 petites sœurs, donc il y a JS République, qui est l'entité développeur full stack, sur toute la stack de développement, et IoT Makers, qui accompagne sur la mise en place d'objets connectés pour les grands comptes, les récupérer et piloter la data. On pourra en parler lors du networking entre 2 coupes de champagne. Bonsoir à tous et bienvenue à la première soirée table ronde de l'année, organisée par le DCFA en coopération, partenariat avec UX République. C'est aussi l'occasion de justement remercier UX République pour l'accueil ce soir dans ces beaux locaux et pour leur aide active, participation active à l'organisation de cette soirée. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le DCFA, donc le Digital Club franco-allemand, nous sommes une association à but non lucratif et nous avons pour objectif d'aider les décideurs du monde digital à mener des projets binationaux et à se développer sur les marchés français et allemands. Et à ces fins, nous organisons régulièrement des événements tels que des événements thématiques comme ce soir, des tables rondes, mais aussi des soirées de networking. Et vous pouvez aussi nous contacter quand vous avez besoin d'informations très spécifiques, des informations d'experts sur les 2 marchés, ou encore si vous avez besoin d'être formé dans le cadre de votre développement à l'international.
Et vous nous retrouvez donc sur les réseaux sociaux et aussi sur notre site web, donc www.digitalclubfranco-allemand-toutattaché.com. Et je voulais juste ajouter par rapport à l'organisation de ce soir que à la fin, avant le networking, avant Cocktail Networking, il y a aussi notre partenaire CeBIT, son salon de technologie d'Hanovre en Allemagne, qui va se présenter rapidement. Donc commençons avec notre table ronde et j'invite donc nos speakers, Victoria Weidemann chez Textmaster. En quelques mots, tu peux te voilà. convaincre. Donc j'invite les speakers à se présenter rapidement en 2-3 phrases. Voilà, donc je donne la parole à Victoria. Bonsoir, donc ladies first, j'imagine. Voilà, je suis donc directrice marketing chez Textmaster. On est aujourd'hui le leader en France, donc en Europe aussi, on s'apprête à l'être, donc sur la traduction professionnelle en ligne. Et je me suis occupée donc avant chez Textmaster du marché allemand de la région d'Ach, voilà, parce que j'ai un passé allemand, voilà. Jérôme. Pas très obscur, mais voilà. Bonjour à tous, donc Jérôme Dupré, moi je suis responsable de ce qu'on appelle l'UX Center chez AXA, chez AXA France. C'est aujourd'hui une quinzaine d'UX designers, on a aussi des front-end, mais bon, c'est pas l'objet ici. C'est une équipe qui grossit, donc voilà, je ne vais pas mettre le message plus fort, mais on recherche du monde. Hop. Donc Emery va arriver un petit peu plus tard, il est en retard à cause de la neige. Donc il est Global Head of Information System chez Société Générale. Julien. Donc, bonjour à tous, Julien Crochet, donc je suis VP Sales chez ABTesty. ABTesty, on est une plateforme all-in-one d'optimisation de la conversion de l'expérience utilisateur. Leader en France et première plateforme européenne avec des bureaux à travers plus de 5 pays, une présence globale et notamment 2 bureaux en Allemagne. Et Johan. Donc bonjour à tous, Johan Funs. Moi je suis Creative Design Technologist, donc c'est spécialiste UX design mais aussi un petit peu en objets connectés et autres, enfin un peu tout de la technologie aussi. Et je travaille chez Adobe ou Adobe, en fonction de si on le dit en français ou en anglais. En espagnol c'est Adobe par exemple. Si vous ne connaissez pas, c'est l'entreprise qui a créé Photoshop, le PDF, etc. Voilà. Merci. Donc, excusez-moi pour mon accent, Los Gets. Tu peux le garder. Okay. Donc, premier thème sur lequel on va aborder, c'est le rôle de l'UX design dans vos différentes entreprises. Et je vais proposer à Jérôme de commencer par prendre la parole et de nous expliquer un petit peu quel rôle a l'UX design au sein d'AXA aujourd'hui, au sein de ton département. Alors, donc il y a AXA, c'est une grosse structure, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc l'équipe dont je m'occupe, c'est une équipe qui est chez AXA France. C'est historiquement positionné à la DSI. C'est un peu la DSI qui a tiré le sujet de l'expérience utilisateur. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est un petit peu développé. Ça marche plutôt bien maintenant. Et là, l'idée, c'est d'arriver à vraiment embarquer pleinement toute l'entreprise pour avoir tous les impacts qu'on souhaite pour nos utilisateurs. Et du coup, voilà, on est en pleine transfo pour embarquer les métiers là-dessus. Et il y a un sponsoring assez fort par le COMEX là-dessus. Et concrètement, voilà, ça devient vraiment un outil de l'entreprise pour se transformer. Il y a une des 4 valeurs d'AXA, c'est d'être customer first. Quand je suis arrivé chez AXA il y a quelques années, on en était très loin. Je prends juste l'exemple dans le vocabulaire. Quand les gens parlaient des clients, vraiment le mot client, hein, j'entendais parler des clients, ça parlait jamais des clients finaux. C'était toujours des clients internes, c'était beaucoup nos distributeurs, etc. Mais voilà, et vraiment, c'était hyper fréquent. Où moi j'amenais la conversation à un moment en disant mais voilà et après la personne à qui on vend un truc, et souvent ça se terminait par le client, ouais bon.
Donc on était dans un monde pas très customer first. Et donc l'UX, c'est vraiment un des bras armés, c'est pas le seul, hein, mais de la transfo d'entreprise pour arriver à faire ça. C'est une grosse transfo culturelle qui est en cours et qui depuis quelques mois maintenant se passe est plutôt top-down avec un soutien du comité exécutif assez fort et qui généralise le recours à l'UX dans tous les projets, toutes les équipes. Peut-être qu'on reviendra sur les modes de fonctionnement. Mais oui, ce sera l'objet de la seconde question. Et Victoria, par exemple, chez Textmaster, quelle est la place de l'UX quelle place vous mettez autour de l'expérience utilisateur dans vos traductions? Donc, nous, on a deux principaux enjeux. Donc, on est une plateforme en ligne. Donc, pour nous, c'est justement l'image que la traduction, quelque chose qui est vu comme une commodité par certains, est en fait quelque chose qui est très simple et qui ne nécessite pas une roadmap incroyable, mais qui est très facile en quelques clics. Donc, on a à la fois les clients, donc pour nous, c'est les clients finaux, donc déjà dont on parle, en B2B, et en même temps, donc un enjeu pour les traducteurs également, qui doivent pouvoir s'inscrire facilement. Et du coup, en fait, si on veut, donc, tout est pensé autour des technologies et de la plateforme de traduction. Donc c'est ça vraiment notre cœur, et qui fait qu'ensuite, on va pouvoir parler des différents produits et qu'on va pouvoir parler de marketing. Bonsoir. Bonsoir. Emery Durier de Société Générale. Voilà. Et aussi, donc, notamment pour... donc voilà, ce que je disais, c'est effectivement c'est le double enjeu, donc B2C, B2B, qui fait que ça inspire la crédibilité et la fiabilité des deux côtés, parce que c'est des données que les entreprises, des textes internes, etc., et les auteurs, leur carte d'identité, etc., qui passent via cette plateforme. Donc il faut que ce soit nickel de A à Z. D'accord. On va continuer dans cet ordre-là, et puis on finira par Johan. Alors je peux plutôt parler des enjeux UX de nos clients, parce qu'évidemment chez ABTST c'est le cœur de notre métier, et d'ailleurs on a des UX au sein de l'équipe produit. Notre métier, c'est d'aider nos clients à optimiser la conversion, donc in fine leur business, et ça peut se faire qu'en améliorant l'expérience utilisateur. Alors il y a plusieurs axes, des axes business, des axes marketing, et l'UX et comment optimiser l'UX, c'est finalement en général une des questions qu'on se pose. J'ai le choix entre plusieurs designs. Est-ce que je dois les pousser à tout le monde, personnaliser? Est-ce que je dois les optimiser? Et en fait, on va être la plateforme qui va aider nos clients à le faire. Et on aime bien parler de nos clients en tant que marketing heroes. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les équipes digitales, marketing ou côté DSI à travailler cette UX et avoir la data qui permet de choisir quelle UX est la plus adaptée à une clientèle. Donc globalement, quand nos clients travaillent avec nous, c'est soit ils ont une agence les aidant à travailler l'UX, soit en interne, ils ont une personne qui, au moins une partie de son temps, pense UX, pense expérience utilisateur et conversion. Et est-ce que, Julien, est-ce que vous voyez chez ABTST, justement notamment chez vos clients, que quand il y a un développement à l'international qui est prévu, que aussi font appel à vous pour voir si justement l'UX design devrait être adapté à des différents marchés? Est-ce que là aussi, vous constatez que justement il y a ce besoin particulier dans ce contexte international? Oui, très clairement. Et très souvent, l'internationalisation amène justement des questions d'UX. Pour prendre un exemple, un de nos clients, c'est Photobox, une société qui s'est développée très fort à l'international, très rapidement, avec des process très industriels, mais quand même avec l'expérience utilisateur au cœur de leur plateforme. Faire un album en ligne, ça nécessite quand même une expérience un minimum efficace. Et ils ont aussi toujours une logique financière, donc les coûts derrière leurs idées. Et ils se sont posé la question en termes d'internationalisation, est-ce qu'on doit avoir la même UX partout, ou est-ce qu'on doit adapter le design en fonction des pays? Et donc on a un exemple sur le Purchase Funnel, où on a testé avec eux sur différents pays, notamment le UK, l'Espagne, l'Allemagne et la France, un tunnel d'achat avec plusieurs variantes à chaque étape. Et on s'est rendu compte qu'en fonction des pays, c'était pas du tout le même Purchase Funnel qui allait fonctionner. Et donc ils ont pris la décision, alors qu'en général ils ont plutôt tendance à globaliser leur développement, d'avoir un Purchase Funnel différent sur ces pays. Très bien. Emery, donc la question, c'est un peu le rôle du UX design au sein de l'entreprise, donc au sein de en l'occurrence de Société Générale. Et aussi, la question que je voudrais rajouter, c'est
Donc vous faites appel aussi à UX République pour intervenir aussi en interne chez vous. Pourquoi ce choix-là aussi de faire intervenir des externes comme notre société? Bonsoir, donc désolé déjà, voilà, la neige oblige. La conduite était sympa. Je suis responsable d'une tribu au sein de la Société Générale, tout ce qui est financement globalement de projets, type plateforme pétrolière, green business, etc. Ça fait 3 ans qu'on a fait rentrer l'UX au sein de nos méthodes de travail, plutôt en avance avec le reste de la Société Générale qui a une IT depuis des années. Nous, on a des business partners, on n'avait pas vraiment des clients jusqu'à une certaine époque. Les clients, c'était plutôt le retail, donc la banque que vous connaissez. Nous, on travaillait plutôt pour des business partners internes. Et donc, l'expérience utilisateur, c'était pas du tout au cœur de notre métier, mais pas du tout. Donc, on faisait énormément de développement. Le budget des équipes high-tech, donc les équipes IT là-dessus, c'est 1,3 milliard, donc c'est énormément d'investissement. Et pour autant, on ne se posait pas du tout la question de l'expérience utilisateur. Une des bonnes raisons, c'est qu'en fait, l'utilisateur, il pensait savoir. C'était l'expert, donc il venait avec une solution. Donc on a utilisé l'UX beaucoup pour travailler la méthode, la démarche, et faire poser le stylo et lui dire « Attends, parle-moi de ton besoin » et on travaillera ensemble la solution. Et donc ça a été mis en place il y a 3 ans et ça marche de façon relativement incroyable. Ce partenariat, il a démarré avec UX République, historiquement. Je pense qu'il y a eu quelques rencontres qui se sont faites. Et donc, il y a eu beaucoup de pédagogie, il y a même eu de la méthodologie un peu écrite autour de ça. Et justement, de comment utiliser l'UX en interne et pas face à un client. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en résultante, on arrive à un moment où on va pouvoir utiliser nos interfaces comme elles ont bien été conçues vers l'externe, vers le client, le vrai client maintenant. D'accord. Johan, donc chez Adobe, vous êtes un partenaire des UX designers depuis très longtemps. Merci. Quelle est ton approche et ta vision et la vision d'Adobe de l'UX design? D'Adobe, je ne vais pas me permettre, je fais que représenter Adobe. Donc, et sur l'UX design depuis très longtemps, l'UX design en soi n'existe pas depuis très longtemps avec cette dénomination-là. Ça existait bien évidemment avant, mais ça avait un autre nom. Design, c'était remplacé par conception et expérience ou digital, c'était à l'époque du multimédia, ni plus ni moins. Donc ça existe depuis quand même pas mal de temps. Et le rôle concrètement, c'est en effet de changer de paradigme entre le fait de concevoir des produits ou des services qui sont centrés soit sur la technologie, soit sur le marketing. Parce que souvent c'est le cas, on va faire ça. Un ingénieur qui va faire un super algorithme, il va falloir bien quand même le mettre dans les mains d'un utilisateur. Et donc c'est vraiment faire en sorte que derrière, l'outil ou le service soit d'abord attractif, ensuite compréhensible et ensuite utilisable. Donc c'est vraiment ces 3 paramètres auxquels l'UX design, dont l'UX design a un vrai rôle là-dedans. Après, ça a des impacts dans les équipes, dans les entreprises qu'on voit qui sont vraiment assez bénéfiques. C'est-à-dire que ça réconcilie un petit peu les designers avec le métier, avec les gens, les financiers, on le voit avec plein de gens comme ça. Et c'est assez merveilleux ce qu'on voit depuis quelques années. Et cette avancée, cette percée, c'est ni plus ni moins que le juste retour du design et des designers au sein des entreprises et au sein de la conception et de produits en général. Parce que c'est vrai qu'en termes de budget, jusqu'à présent, on avait beaucoup les ingénieurs et la technologie qui prend pas mal de budget, le marketing qui vient derrière, mais le design était souvent un peu oublié. Donc voilà, c'est un beau retour des choses et ça fait plaisir. D'accord. Et est-ce que quand justement, je vais continuer avec Johan, est-ce que aussi l'UX design fait partie de la stratégie d'internationalisation? Est-ce que quand on dit, bon, aujourd'hui UX design c'est important, mais est-ce que c'est aussi important quand on pense à l'international? On se dit vraiment, il faut adapter, voilà, une stratégie UX, mais est-ce qu'il faut avoir une pour chaque marché ou une globale Ouais, il y a les deux en fait. Alors c'est pareil, ça fait pas mal de temps que les designers designent des objets ou des choses pour l'ensemble des pays. Et en plus, il y a une grosse tendance avec les startups à vouloir tout de suite penser global, penser international et essayer de développer un produit qui fait ça. Donc en tout cas, ce qu'on voit beaucoup, c'est les deux. C'est-à-dire on va commencer par avoir une trame assez globale avec une approche assez internationale dans un premier temps et ensuite on va affiner
par pays dans lesquels on va faire des tests, on va faire des études, ou par région, hein, peu importe finalement. C'est pas vraiment une histoire de frontières, je pense que c'est plus une histoire de culture. Et réellement, on voit que justement au niveau culturel, on va avoir des différences. Et même dans le métier, c'est connu, hein, la notion de cohérence globale. C'est une vraie règle qui vient du grand-père de l'UX design qui s'appelle Don Norman. Et la cohérence, on pense aujourd'hui à la cohérence de marque parce que c'est un des premiers sujets dans la cohérence, mais il y a aussi des cohérences culturelles. Par exemple, si on prend la signalétique, elle peut différer réellement d'une culture à une autre en fait. Et c'est là où il va falloir réellement faire des adaptations, et ça va être même des adaptations nécessaires. C'est-à-dire que autant pour justement faire un peu plus de business sur un funnel d'achat d'un pays à un autre, ça c'est on va dire une adaptation pour de l'économie, pour faire plus de business. En revanche, sur certains sujets, on va avoir une adaptation nécessaire parce que le UX design ou le design en général, c'est aussi concevoir des cockpits d'avion. Donc si on n'a pas étudié justement les différences culturelles et comment certains signes peuvent être interprétés, on peut avoir des catastrophes qui vont arriver à cause de ça. J'ai un peu... Non, ça n'a pas traumatisé tout le monde. Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut reprendre la parole sur ce sujet, justement, de quelle place prend l'UX design dans la stratégie internationale de vos entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé très en amont ou qui vient au final en fin du tunnel de conception? Alors moi, ça va être pas sous le même axe. Honnêtement, c'est en recevant vos questions que je me suis dit, tiens, c'est marrant, on n'a jamais pensé à est-ce que nos utilisateurs chinois réagissent à nos écrans de la même façon que nos utilisateurs australiens ou à Chicago. Donc il faudra qu'on se pose la question d'ailleurs. J'en sais rien. En revanche, nous on a une stratégie de sourcing à l'international. Donc on a des équipes un peu partout dans le monde. Donc, alors moi j'ai 3 places, j'ai Londres, Bangalore et Paris. Sauf que nos utilisateurs, ils sont pas à Bangalore. D'accord. Bon, évidemment, on est à Bangalore pour des raisons de coût et d'efficacité. Et puis aussi parce qu'il y a des ressources IT qui sont très bonnes. Mais nos utilisateurs, ils sont à Paris. Et du coup, la mise en place du X à Paris, plus des rôles type Product Owner, nous permettent en fait d'avoir une interface locale sur la compréhension et le travail du besoin pour ensuite le restituer et le partager avec les équipes à Bangalore. Et pour le coup, c'est un modèle shared qui économiquement est assez efficace et qu'on est en train de tester qui est plutôt pas mal. Donc c'est pas du tout le même axe, mais voilà, dans la stratégie internationale, l'UX a un vrai rôle aujourd'hui. Merci. Si je peux peut-être du coup ajouter un troisième point de vue là-dessus, parce qu'en effet du coup chez nous on a d'une part donc évidemment nos clients qui sont aujourd'hui dans 110 pays, donc là on trouve en effet tout type de d'adaptation. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera contenu. Mais chez nous, du coup, j'ai un petit peu interviewé du coup les équipes IT, Dev, intégrateurs, UX et compagnie, et qui sont dans tous les pays, qui sont en Roumanie, Argentine, Tel Aviv, voilà, un peu partout. Et très globalement, les retours que j'ai eus, c'était justement qu'il y avait peu de différence finalement que quand quelqu'un designait. Donc aujourd'hui, nous on a décidé d'ajouter une fonctionnalité à notre plateforme, qu'il n'y avait pas de grand débat sur est-ce qu'on faisait le bouton en rouge ou est-ce qu'on le mettait à droite, à gauche. Mais constat était fait que les GAFA, les plateformes qu'on connaît, les très grandes, avaient déjà mis en fait des standards qui font que la pop-up on va la chercher en bas à droite, l'inscription en haut à droite, et du coup qui font que justement que finalement l'UX elle est parfaite pour ce type pour les plateformes, en l'occurrence c'est notre business, mais du coup il y a autre chose, donc le contenu ou d'autres comme on peut voir les moyens de paiement, etc., qui deviennent de plus en plus importants, puisque on commence à normer en fait l'expérience utilisateur sur plus en plus de standards internationaux. À ce sujet de l'international, de l'UX international, on a republié hier un article sur l'UX en Chine sur notre blog, où justement il y a la question des couleurs en Chine qui n'ont pas la même signification, et donc comment travailler les couleurs, les prescriptions aussi dans un parcours utilisateur. En Chine, la force de la prescription par les amis, par le réseau proche, est très très fort, beaucoup plus qu'en Europe, même si on peut considérer qu'il est déjà extrêmement fort en Europe. En Chine, il est vraiment clairement sociétal et culturel. Du coup, je trouve que ça nous fait un enchaînement, si ça veut bien fonctionner, parfait sur comment comment vous incluez les utilisateurs dans votre stratégie. Parce que là, on a parlé que du coup,
Vous commenciez à parler des utilisateurs, mais réellement, comment vous les incluez dans votre processus de conception d'un nouveau service, d'un nouveau parcours? Est-ce que quelqu'un veut commencer par prendre la parole? Jérôme, pour AXA? Alors, nous, on essaye de les inclure dès le début. Après, quand on parle du début d'un projet, c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est. Il y a forcément des décisions un peu strates qui ont peut-être été prises 1-2 ans avant, etc. Mais voilà, nous par exemple, on travaille beaucoup sur le développement de nouveaux produits d'assurance. Et avant même d'avoir commencé à construire les produits d'un point de vue technique, technique assurance ou technique informatique, les utilisateurs, les clients, les prospects, etc. sont forcément très très étudiés. Et alors nous dans l'assurance, on a des marchés qui sont extrêmement différents, avec des utilisateurs extrêmement différents suivant les pays. Et on est dans une uniforme, enfin il n'y a pas du tout d'uniformisation. Je vais prendre 1 ou 2 exemples. En Angleterre, ça fait très longtemps qu'il y a la tacite reconduction, qu'il n'y a pas de tacite reconduction. C'est-à-dire que tous les ans, même si ça ne vous plaît pas, et c'est le cas de tout le monde, hein, vous êtes obligé de vous poser la question de comment je vais assurer ma maison, comment je vais... voilà. Et l'arrivée du canal Internet a tout de suite, du coup, eu beaucoup plus de place qu'en France où il y a une tacite reconduction. C'est-à-dire si je m'occupe de rien, ça continue. Et en Angleterre, les achats d'assurance en ligne sont nettement plus forts que dans d'autres pays d'Europe comme la France. Mais parce qu'il y a un contexte réglementaire qui oblige l'utilisateur à faire une démarche, à s'informer, etc. Et avec la transparence qu'ont apporté les comparateurs, etc., voilà, on a des utilisateurs qui sont beaucoup plus aguerris à la connaissance des produits que ce qu'on peut voir en France. Ça, un autre exemple, ça va être on parlait un petit peu de spécificité en Asie, sur les systèmes de santé. Il y a une grosse différence d'approche de ce que c'est que le système de santé, où les offres par défaut en Chine incluent des consultations médicales qu'on est obligé, entre guillemets, de consommer. C'est-à-dire qu'en Chine, on paye son médecin régulièrement pour pas tomber malade, en gros, et puis en gros, quand on tombe malade, c'est pas normal, et c'est là qu'on s'arrête de payer. Chez nous, c'est complètement le modèle inverse, quoi. Nous, on fait rien du tout, et puis quand on est malade, on va voir le médecin. Donc forcément, des contextes comme ça amène des produits, des approches qui vont être radicalement différentes. Je prends un dernier exemple. Dans les pays émergents où effectivement AXA du coup est pas encore très implanté et où il y a beaucoup de marchés qui se développent, l'assurance c'est un produit un petit peu de luxe, c'est un marqueur social. Les gens en gros ils aiment bien l'assurance là-bas. L'assurance a une super bonne image. Voilà, c'est un produit un peu d'élite. C'est pas à vous que, l'assurance en France, c'est assureur-voleur. On n'est pas du tout sur le même rapport au produit, à l'objet, à la situation. Donc forcément, ça engendre des conceptions de produits et de parcours et tout ce qui s'ensuit, de services, etc., qui vont être extrêmement différentes suivant les cultures. Et Jérôme, chez AXA, est-ce que, pour ne pas aller si loin que l'Asie, est-ce que justement l'Allemagne et la France, est-ce que là aussi il y a des différences d'utilisateurs ou est-ce qu'il y en a moins peut-être? Alors, je pense qu'il y en a un petit peu moins, mais il y a un exemple assez fort pour nous où souvent il y a un agent d'assurance dans la relation entre l'assuré et l'assureur. En France, moins on en entend parler, en gros, mieux on se porte. Et voilà, il y a un rapport. Si on peut éviter d'avoir un contact, faire le truc tout seul, on va le faire. Ce qu'on a remarqué, c'est que sur l'application qu'on appelle Mon AXA, qui est l'application pour les clients, pour pouvoir gérer leurs contrats, etc., en Allemagne, la fonctionnalité la plus utilisée, c'est la fonctionnalité de messagerie. C'est-à-dire que les gens peuvent télécharger leur attestation, mais en fait, ils vont quand même via le site client, ils vont en faire la demande par messagerie interposée à leur agent, alors que c'est la fonctionnalité qui est absolument pas du tout utilisée en France, par exemple.
un petit point pour vous donner un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre la France et l'Allemagne. C'est sur les moyens de paiement en e-commerce. En Allemagne, 34% des paiements, donc c'est le premier moyen de paiement, c'est PayPal en ligne. Donc en France, on en est loin. Ensuite, c'est le paiement sur facture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le paiement sur facture en France. Ça va vous paraître assez surprenant. Vous ne payez qu'une fois que vous avez reçu votre colis. Donc imaginez, vous recevez votre colis Amazon. Une fois que vous avez reçu votre colis Amazon, vous avez une facture avec et vous payez à ce moment-là. Vous payez à réception. C'est quand même assez étonnant. Il y a donc les virements SEPA et les cartes de crédit qui arrivent en deuxième partie et le direct banking qui est en quatrième à 15%. Donc on est très loin de la suprématie de la carte bancaire que l'on peut avoir. Et moi, ma question, c'était aussi pour vous tous qui vendez des services en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, dans votre stratégie, quand vous faites de la recherche utilisateur? Est-ce que vous vous intéressez aussi à la façon dont les gens payent selon les pays? Et est-ce que les différences sont aussi marquées entre la France et l'Allemagne? Ou c'est vraiment une spécificité culturelle allemande de payer principalement par PayPal? Alors oui, donc c'est un oui très clair. L'Allemagne, c'est notre deuxième plus grand marché après la France. Et en effet, on le voit au quotidien que ce que tu viens de dire justement sur payer sur facture, donc ça va même plus loin, c'est que on envoie en fait une facture pro forma au client allemand qui va pouvoir la signer parce qu'il en a besoin pour son service comptable et qui ensuite va nous la renvoyer. Du coup, nous, on charge son compte avec des crédits, on crédite son compte et ensuite, il va pouvoir lancer la traduction. Alors que pour un Français, s'il ne trouve pas le bouton carte de crédit, il va abandonner le check-out. Ça, c'est quelque chose en effet qu'on voit très, très, très souvent et qu'on prêche d'ailleurs aussi à nos clients parce que c'est quelque chose en Suède ça va être Klarna ou d'autres en Italie encore autre chose donc ça c'est vraiment typique un Allemand qui doit laisser ses coordonnées de carte bancaire c'est suspect, il va peut-être pas trop le faire et c'est pas juste une anecdote ou un mythe, on le voit dans les chiffres, je pense que ça correspond à peu c'est même chez nous c'est même plus, je dirais 42% qui sont pas sur des moyens carte de crédit ou autres voilà. Moi, je peux même partager mon expérience offline, puisque je vais en Allemagne 2 à 3 fois par mois. Et c'est encore difficile de payer par carte bancaire à Cologne, même à Berlin. Donc il y a clairement un côté un peu réfractaire à toutes ces transactions. Et ça ne me surprend pas que PayPal soit parmi dans le top, parce que finalement, c'est un tiers de confiance. Et ça évite de passer par sa banque. Et les banques aussi, aujourd'hui, ont des frais qui sont assez élevés en Allemagne, surtout ce type de transfert. Donc je ne suis pas du tout surpris. Pour revenir à la question précédente, il y a clairement, nous on observe depuis quelques années, clairement une volonté d'intégrer les utilisateurs très très forte et de comprendre aussi les interactions utilisateurs, que ce soit sur le site mobile ou application mobile. Puisque au départ, notre cœur de métier c'était vraiment l'expérimentation. Très vite, on est parti sur de la personnalisation. Et depuis 2 ans, nos clients nous poussent à développer des outils aussi pour mieux comprendre les interactions des utilisateurs sur le site. Que ce soit de la carte de chaleur, que ce soit de l'enregistrement de sessions utilisateurs, du feedback form, du NPS et d'autres choses en chantier. Ce qu'on n'avait pas du tout prévu il y a 4-5 ans quand on s'était lancé sur le métier de l'optimisation de l'expérience utilisateur. Pour nous, c'était le rôle d'un Google Analytics et puis point barre, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a un vrai manque aujourd'hui qui est complété aussi par des notions de focus group, par des notions de test utilisateur en ligne ou on-site. Alors, de la même façon, je vais rester sur la question d'avant. Sur la partie utilisateur, donc on essaie de les onboarder le plus tôt possible, avec justement une complexité d'onboarder des utilisateurs un peu partout autour du monde. Donc compliqué pour des focus group, mais on le fait, c'est super clé. On a été donc l'UX apporte quelque chose de vraiment différent aujourd'hui, aussi sous un axe Great Place to Work. C'est-à-dire que depuis peu, on va le dire, les dirigeants s'intéressent au bien-être de leurs équipes au sein de la société. Et du jour au lendemain, ils ont découvert que dans les questionnaires du bien-être, il y avait des réponses sur la qualité de leurs outils internes qui étaient proches de... C'est dégueulasse. Et en revanche, on a vu des différences ultra marquées, là où justement, on avait des UX embarqués. Et là, au contraire, on avait des verbatim qui étaient assez fabuleux, où des gens qui venaient d'autres banques nous disaient « c'est incroyable, ces plateformes-là, franchement, c'est un bonheur de bosser avec. » Ils bossent 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour dessus, quoi, donc, sur une plateforme. Donc, c'est assez significatif. Dernier point là-dessus aussi, que j'ai trouvé assez fabuleux en découvrant l'UX, c'est l'impact sur les décideurs financiers. J'entends donc ce qu'on peut appeler les sponsors, globalement.
La partie maquette, donc avant on arrivait avec 80 slides, un plan financier, voilà, slide 14, voilà ce qu'on fera en juillet de l'année prochaine. Maintenant, en fait, finalement, on fait des démos. Et l'effet démo est juste incroyable sur cette population-là. C'est-à-dire qu'on a des réactions, alors parfois super vives d'ailleurs, j'ai eu des choses assez incroyables, avec presque des colères en meeting, des gens qui sortent qui disent non mais c'est pas possible, je sais même pas pourquoi vous avez passé du temps là-dessus, etc. Et puis je recroise le sponsor 2 semaines après qui fait non, bon, c'est dommage, c'était pas une mauvaise idée, mais c'est inapplicable chez nous, ça répond pas au use case. Et qui revient 2 semaines après en me disant en fait c'est intéressant, j'ai creusé avec mes équipes, et en fait ma vision c'était les 1% de complexité hyper forte. Et en fait en creusant avec les équipes, votre maquette elle répond à 99% de la solution. Donc en fait on va y aller. Et ce truc là était impossible avant finalement, parce que juste on n'avait pas le matériel pour. En parlant de maquette, Yoann, donc avec Adobe, vous avez lancé un nouveau logiciel qui s'appelle XD. Oui. Et je peux en témoigner parce qu'il y a eu une. J'ai des chaussettes d'ailleurs. Ultra corporate. Je suis hyper fier, j'ai des chaussettes XD aussi, que j'ai pas pu mettre ce soir. Mais, donc Adobe XD, quand vous êtes lancé, vous avez fait une grosse campagne autour de vos utilisateurs aussi, de recueillir les besoins. Et c'est vrai que vous avez conçu un outil qui répond beaucoup à nos besoins, nous, de designers. Oui. Et notamment pour la question de la démo. Donc la démo, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est C'est un quand on va présenter en fait, des maquettes animées à un client. Et c'est un peu le moment où on a un peu le premier verdict auprès du client. Et donc je te laisse parler un petit peu de votre solution et de comment vous avez travaillé ça. Alors c'est la notion de prototype, ni plus ni moins. Après il y a plusieurs niveaux de prototype. Et ça vient aussi du design depuis pas mal d'années. On va même dans l'automobile, qui est bien connu chez les Allemands pour le coup. On a vraiment des prototypes très basse fidélité jusqu'à du très haute fidélité dans certains domaines pour faire des tests justement, que ce soit de performance ou de qualité, etc. Donc ça oui, et donc pour revenir à ta question, c'était quoi? Comment chez Adobe, vous avez un marché mondial? On a un marché, oui c'est vrai. Comment vous avez travaillé justement à l'inclusion des tests, des retours utilisateurs? Ouais, c'est ça. Dans vos nouveaux produits. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est très fort chez vous aussi. C'est nouveau aussi chez nous. C'est-à-dire que c'est pas que chez les autres. En fait, nous avant, c'était beaucoup les ingénieurs, comme je le disais tout à l'heure, qui créaient un logiciel. Ils avaient un bel algorithme, notamment de traitement de traits vectoriels ou de retouches photo, c'était ça. Et ensuite, par-dessus, on faisait un petit peu de design, etc. Mais l'utilisateur n'était pas forcément inclus dedans dès le départ. C'était pas le cas avant. Et c'est vrai que là-dessus, on s'est un petit peu aligné sur le marché. Et l'outil qu'on fait, qui s'appelle Experience Design, justement, on l'a fait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment identifié dans les différentes communautés mondiales des designers qui étaient un peu leaders sur ce marché. On allait travailler avec eux et d'abord observer comment ils travaillent. Notamment comment ils vont travailler sur le prototypage, sur la conception de différents parcours. Et une fois qu'on a fait ça, on les a embarqués avec nous pour pouvoir itérer le plus vite en prototypant justement un outil pour prototyper. Donc c'est là où c'était un petit peu compliqué. C'était un peu Inception le truc. On rentrait dans les poupées russes. Mais bon, il y a eu un gros travail de fait et le plus difficile, c'est de le garder ça. C'est-à-dire qu'au démarrage, on l'inclut, l'utilisateur, il n'y a pas de souci. Bien que dans les entreprises, c'est souvent mixé avec les segments marketing et on va conserver ces segments et on va continuer à travailler sur nos segments. Et basta. Puis la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est mais moi, mes clients, je les connais, je sais ce dont ils ont besoin. C'est le plus classique qu'on peut entendre. Donc ce qui est plus difficile, c'est de conserver cette relation avec l'utilisateur, justement avec des communautés d'utilisateurs. On fait en effet des focus group, etc. Mais essayer de maintenir une relation avec ses clients, c'est le plus difficile et c'est ce qui a fait le succès de pas mal de startups. Le Lean Startup est né de ça, le bouquin d'Eric Ries l'explique bien. C'est qu'ils ont vraiment réussi à aller voir les clients et même leur proposer de leur faire acheter des produits qui étaient totalement faux, mais vraiment des trucs totalement fake. C'est pas grave, ils testent et puis ils voient s'il y a une appétence, etc. Merci. Pour conclure avec peut-être l'utilisateur, avant de passer au prochain thème, est-ce que quelqu'un entre vous oserait déjà peut-être faire le tour très rapidement de table de savoir est-ce qu'il faut plus utilisateur, vous pensez plus
utilisateur universel ou utilisateur par zone géographique, culturelle, etc. Et peut-être quelqu'un aussi, si quelqu'un a envie, peut nous dire, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est qui un utilisateur allemand versus un utilisateur français? Est-ce qu'on peut un peu, bon, c'est toujours les stéréotypes, je sais, mais voilà. Alors, j'attaque rapidement, parce que moi, alors j'ai travaillé du coup chez AXA aussi avant. J'étais en charge de l'UX design au groupe AXA, et j'ai pas trop bossé avec la France pour le coup, mais j'ai souvent avec l'Allemagne, avec le Japon aussi, et avec les États-Unis. Et en général, en commençant un projet, on attaque souvent par plaque géographique, c'est-à-dire qu'on va avoir l'Amérique d'un côté, l'Europe de l'autre et l'Asie de l'autre. Et là, si on commence comme ça, on pense à penser justement des personas qui sont déjà un petit peu localisés. Ça permet déjà de savoir et d'identifier certains besoins qui ne font pas apparaître d'un côté et de l'autre. Après, sur les différences franco-allemandes, il y en a une, nous, qu'on a beaucoup chez nos marketeurs, qui travaillent sur les contenus, essentiellement, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais il y a un niveau de complexité, en tout cas de quantité de contenu qui est plus importante en Allemagne qu'en France, avec une tonalité en France en termes de ton, hein, le tone of voice vraiment, qui va être un peu plus précis et très, très difficile à trouver en France par contre. Donc ça c'est assez étonnant et c'est des choses qu'on constate pas mal au quotidien. Tu voulais rebondir? Oui. Non, mais je sais plus quelle est la question du coup. La question c'est on va faire simple, c'est est-ce qu'il y a des archétypes, est-ce que vous avez des Ah oui, archétypes oui, chez AXA ouais. de personas, Ok. et est-ce que vous avez Ouais. des différences Bah. entre un persona allemand et un persona Ouais, français? alors sur français et allemand, je répondrai pas parce que je connais pas assez bien le sujet, mais en fait, vous aurez du coup quand même la réponse à la question. Nous, le choix qu'on fait, c'est même de se dire que les utilisateurs en France ont droit à des parcours, des interfaces différentes en fonction de qui ils sont, de ce qu'ils font. Je prends l'exemple des nouveaux produits quand on les lance. Très souvent, on a une demande qui va dire voilà, si c'est simple pour un client tout seul sur Internet, ce sera simple pour un vendeur, et donc on fait une seule interface pour les deux. Nous, c'est pas du tout notre approche, et on fait des outils pour les gens dont l'activité c'est de vendre, et des outils pour les gens dont l'activité c'est d'essayer d'acheter un produit. Et ça nous amène à des choses qui sont vraiment très 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 différentes. Par exemple, sur le questionnaire qu'on doit remplir avant d'avoir un tarif, pour les clients finaux sur Internet, on a des questionnaires qui sont faits avec grosso modo une page par question, enfin une question par page. Et c'est ça qui fonctionne le mieux et qui a été avec plein d'études, de neurotests, d'A/B testing, etc., qui a été vraiment validé. Et puis inversement, pour tous les collaborateurs, les vendeurs, etc., on a toutes les questions sur une seule page, parce que quand le client il répond à 3 questions en un coup, ça lui permet de pouvoir comme ça un petit peu jongler. Et c'est une interface qu'il connaît par cœur, c'est son outil quotidien, il passe 8 heures par jour. Et c'est donc très différent de quelqu'un qui va y aller une fois par an au mieux. Donc voilà, la réponse, c'est nous, on est très 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 sur une approche très très spécifique, et qui forcément du coup s'étend au-delà des logiques des frontières d'un pays, quoi. Oui, donc pour répondre à la même question, donc sur les personas, je dirais que 90% quand même sont les mêmes. Donc on cible vraiment plus des personas, en effet, des CMO, des directeurs e-commerce, etc., plutôt que des nationalités. En revanche, si, il y a quand même des différences aussi qui se reflètent sur le design de notre site, sur l'expérience. Typiquement, les Allemands, là encore stéréotype, mais c'est vrai, c'est confirmé par l'analytics, cherchent plus et vont plus sur des pages mentions légales, CGV. Donc on a créé par exemple une page en coopération avec eTrusted, je ne sais pas s'ils sont dans la salle ce soir, justement un Impressum du coup en allemand, donc les pages légales qui n'existent pas sur le site français et qui est bien cliqué en Allemagne. De même pour le About Us,
qui est peut-être du fait qu'on soit voilà, une entreprise française à la base et que quelqu'un qui ne nous connaît pas encore forcément dans un autre pays va plus cliquer là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus fourni également dans les autres pays. Et deuxièmement, je rejoins tout à fait ce que tu disais sur le ratio contenu esthétique qui souvent est très très différent quand on est dans des zones germanophones où effectivement il est très important de par exemple tout le contenu SEO de le mettre effectivement above the fold et hop je mets tout mon contenu, je mets le sigle que j'ai eu, le certificat, la plaquette et je montre que je suis quelqu'un de très fiable, alors qu'en France ça va plutôt passer par un design agile et intelligemment pensé. Donc quand je montre que je sais que je maîtrise en fait le vocabulaire de l'UX en France ou dans d'autres pays aussi, je passe pour un acteur fiable, alors que l'allemand il va y aller de manière explicite. Il va dire bah, finalement la façon dont on présente c'est voilà, secondaire par rapport au contenu que j'ai envie de balancer. Voilà. C'est un peu voilà, c'est un peu grossier comme comparaison, mais c'est un peu ça donc qu'on compare souvent. Critère clairement très fort. Après, au final, un critère parmi d'autres. On a beaucoup de clients qui crunchent la donnée dans leurs outils d'analytique, dans leurs outils de gestion d'audience comme la DMP d'Adobe et qui vont en dégager des... alors là on n'est plus sur des personas mais plutôt sur des audiences qui ont des comportements similaires. Ils vont même jusqu'à faire du lookalike pour voir comment les personnes se comportent et définir des segments qu'on n'aurait pas définis par défaut. Et ils vont se servir après de plateformes comme la nôtre ou d'autres du secteur pour personnaliser l'expérience utilisateur. Et là se pose plus forcément la question de pays, de zone géographique, mais plutôt de comportement. Et on va avoir des critères assez drôles qui vont ressortir. Par exemple, la source de trafic. Avec du recul, on se dit c'est évident, mais si j'arrive de Google, j'ai fait une recherche sur le nom de la marque, ou si j'arrive depuis un moteur de type Google Shopping, j'ai pas la même intention, clairement. Et ça, combiné à des effets culturels, combiné à des interactions avec le site, combiné à des informations du type le navigateur que j'ai, donne des informations sur moi et sur le comportement que je vais avoir. Alors pas sur la partie France-Allemagne. En revanche, nous, on a une spécificité qui est les régulateurs financiers. Et on voit avec les années les comportements de nos utilisateurs qui changent beaucoup en fonction des régulateurs. Donc c'était un sujet qui était absolument absent ou très peu présent en Europe et aux US. Ça a toujours été assez fort en Asie. Donc en Asie, on a des disclaimers, des écrans avec un certain nombre d'étapes ou de paliers de validation, de confirmation, etc. Et ces dernières années, avec le régulateur américain qui s'est déchaîné, on a aussi énormément adapté l'interface utilisateur pour les accompagner et les rassurer dans leur parcours et dans les étapes de leur travail au quotidien. Donc pour le coup, on se retrouve avec désormais des parcours qui sont différents en fonction des plaques, mais parce que les régulateurs sont par plaque. Transition parfaite, merci. Donc la conception des parcours et des interfaces. Bettina, si Alors, déjà, comment... Bon, on en a déjà parlé, en fait, c'est vrai que les sujets, bien sûr, ils s'entremêlent non plus parce que, voilà, c'est naturel. Ah oui, une petite donnée, justement, sur le marché allemand, que 25% des achats sont effectués en ligne. Donc, des achats vraiment globaux, donc ce qui est pas mal. Est-ce que, par rapport donc, au parcours et aux interfaces, on voudrait savoir déjà comment vous les adaptez aux différentes exigences, soit persona bien sûr, ou justement aussi aux exigences des marchés, peut-être donner des exemples concrets. Et est-ce qu'il est rentable aussi d'adapter aux différents marchés, parce que c'est vrai que souvent, justement ces adaptations-là, on optimise, on a un certain budget, il faut l'optimiser. Est-ce que ça vaut toujours la peine de vraiment adapter chaque détail aux différents marchés? Et pareil, est-ce que vous avez des exemples? Et aussi, si on en a déjà un peu parlé aussi des moyens de paiement. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, peut-être plutôt d'autres aspects de votre site, vos interfaces, applications, etc., que vous adaptez notamment sur la prise de données personnelles. Si à quel moment on demande ces données personnelles à un utilisateur, est-ce que c'est le même moment en France ou en Allemagne ou dans les autres pays? Est-ce qu'il y a des différences marquées ou est-ce qu'aujourd'hui ça s'est globalisé, universalisé? Je sais pas si Victoria, tu as peut-être encore un exemple à nous donner.
Donc là-dessus, la réponse, encore une fois, donc, nous, on a une plateforme de traduction. Donc c'est un peu plus le credo de... voilà, il faut que ce soit praticable pour tout le monde et que voilà, c'est un business un peu différent qui fait que les gens ont l'habitude en fait, de se servir de ce type d'interface. Néanmoins, il y a des spécificités. Donc, sur la donnée personnelle, on est similaire, c'est vraiment pareil sur tous les pays, notamment avec la RGPD du coup, qui va arriver au mois de mai. Il faut que ce soit pareil, en théorie, sur tous les pays. Mais donc nous, notre credo, c'est un peu de faire des contenus ou des interfaces smart. C'est-à-dire, problème très courant, on a des call to action, on va mettre un mot dedans, en français par exemple devis ou quote en anglais. En allemand, ça fait Kostenvoranschlag, donc c'est long comme ça. c'est 3 mots en un. Donc vous pouvez pas couper, vous pouvez pas couper le contenu, de même pour d'autres. Voilà, exactement. Pas de retour à la ligne non plus, parce que voilà, un Allemand peut-être le ferait sur son site, mais bon voilà, ça ne rentre pas dans la même esthétique. Donc ça, en effet, c'est une chose. Et de même pour les contenus qu'on propose. Donc quelqu'un qui, par exemple, a téléchargé une certaine ressource, qui s'est intéressé à un certain nombre de pages, va se voir proposer d'autres contenus, évidemment, ou d'autres téléchargements, d'autres articles du blog, d'autres ressources, voilà, en fonction de son comportement, en fait. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on n'est pas à un degré effectivement de finesse, parce que le produit est le même aussi. On n'a pas que c'est pas des assurances, donc on a le même produit dans tous les pays, ce qui n'est pas le cas, je pense, pour tout le monde ici. Chez AXA, par exemple, est-ce que vous avez le même parcours pour tous les clients à travers les pays ou est-ce que vous adaptez? Il marche le micro? En fait, c'est pour la captation. Ah d'accord, ok. Ouais, parce que, je veux dire, depuis tout à l'heure, on se le passe poliment et tout, mais en tous en se disant, mais on aurait il dû marche vous pas. expliquer c'est ma captation vidéo pour que le monde nous écoute. Bonjour le monde alors. La question du coup sur les parcours. Est-ce que chez AXA, vous avez une adaptation des parcours selon les pays ou est-ce que vous avez un parcours type et vous faites des micro-adaptations sur le même produit pour, on est vraiment sur des parcours différents suivant les différents pays. Ça peut être même à l'intérieur d'un pays, voilà, des parcours qui vont être déclinés différents suivant les typologies d'utilisateurs. Là où on essaye, la question de la rentabilité effectivement qui se pose, où on a beaucoup travaillé, c'est sur le design system et le fait d'avoir des assets en termes plutôt UI qui soient pas toujours réinventés constamment et bénéficier de choses un peu sur l'étagère qu'on peut assembler. Là, il y a un gros travail qui a été fait depuis un bon moment maintenant et qui est un coût, il y a un facteur de réduction de coûts qui est important. Donc, à l'échelle de l'équipe, donc de la France, on avait évalué ça à 30% en moins de dépenses grâce à la mise en place de ce type d'outils. Peut-être pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas le design system, c'est se créer une librairie de composants en fait, qui est designée par les designers, et qui après est développée par les développeurs et qui peut être réutilisée à différents endroits en fait, du site. Ça nous permet de ne pas redévelopper à chaque fois les mêmes composants, de s'en resservir comme une librairie et vous composez comme un peu des meubles Ikea pour faire des Lego. Ou des Lego, meilleur exemple. Des Lego, ouais. Donc là, là il y a une centralisation assez importante parce qu'on pense que ça sert à rien forcément de tout réinventer à chaque fois et de tout redévelopper avec des problèmes de qualité, etc. Par contre, sur les parcours et l'assemblage de ces composants, quand on est vraiment dans la partie définition de ce qu'il y a sur les écrans, là on est vraiment sur du spécifique. Alors, la question de la rentabilité, elle est complexe. Forcément, d'un point de vue UX, on a toujours, nous, envie de dire oui. Le vrai sujet est quand même très très complexe et il y a tellement de facteurs qui interviennent que la réponse, la vraie, je pense que personne ne l'a, mais en tout cas, nous, notre conviction, c'est de se dire que quand on fait, quand il y a un nouveau produit qui sort, un outil qui est donc à destination des clients, un outil à destination des collaborateurs, ce qu'on va chercher à faire, au-delà du KPI principal de vendre plus, ça va être très différent. Par exemple, pour les utilisateurs internes, ça va être de faire en sorte qu'il y ait une réduction des coûts d'appel au support, des réductions de coûts de formation, ce type d'indicateurs qui sont des choses qui n'ont absolument aucun sens pour un client final.
sa productivité la productivité côté client final, ça va dépendre des outils et peut-être que sur certaines parties c'est pas pertinent ce que je dis, mais en tout cas sur nous, nos produits, ça a pas de sens, et alors que ça en a beaucoup pour des gens qui travaillent 7-8 heures par jour avec les outils qu'on leur conçoit. Johan, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet? Ouais, je vais répondre un peu pour Adobe, pour comment ça se passe chez Adobe, parce que nous c'est une boîte américaine, quoi. Et pour le coup, là c'est l'exemple inverse, c'est-à-dire qu'on va pas prendre quand on design les parcours et les logiciels qu'on fait, on va pas prendre en considération justement les différents pays. Ça c'est vraiment une des choses, c'est-à-dire qu'il y a une volonté importante d'universalité dans l'outil, et on va plutôt se baser sur les métiers qui vont utiliser l'outil, mais ça va être exactement le même outil que ce soit au Japon, en France, en Allemagne, en Europe, quoi, et aux États-Unis. Et c'est une volonté de le faire. Et c'est pas que économique, c'est aussi une volonté pour une histoire de cohérence de marque, etc., et de monter une communauté. Par contre, dans les traductions, c'est là où ça va devenir compliqué. Et c'est là où c'est drôle aussi, parce que moi, je suis dans les mails de traduction sur cet outil-là, justement, et entre les japonais, parce qu'on traduit en général, d'abord évidemment c'est en anglais, mais après c'est traduit en allemand, français et japonais. C'est vraiment les 4 premières langues qu'on sort, et on voit qu'au Japon c'est le plus compliqué, quoi. C'est vraiment le plus compliqué, vraiment c'est très très complexe. Et à chaque fois en fait il y a des traducteurs en local aux États-Unis, aux États-Unis qui essayent de le faire, mais c'est repris par les gens qui sont sur le terrain au Japon, et ils vont vraiment recorriger le truc. Alors que moi, les traductions françaises sont faites par un Français aux États-Unis qui traduit relativement bien les choses, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pour prendre un exemple par contre plus personnel, là je parle de ça au début des années 2000 quand j'étais un web designer, je bossais pour une agence, et j'ai trouvé plus long et compliqué que l'allemand, hein, pour la navigation notamment. C'est vraiment le néerlandais. Et je me souviens, mais c'est pour montrer que c'est vraiment une nécessité parfois de le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de le faire. C'est un peu comme faire un site web accessible, avec de l'accessibilité, le rendre accessible à des gens qui ont qui voient mal, etc. Des fois, c'est juste une nécessité. C'est-à-dire que à l'époque, on devait découper des images pour faire un menu de navigation, parce qu'il n'y avait pas encore des polices de caractères qui étaient assez bien pour faire ça. Et l'air de rien, quand on passait de l'anglais ensuite au français, déjà on avait un problème. Ensuite, quand on passait au néerlandais, parce que c'était pour Universal Picture et on le faisait pour les trois pays, à la fin on devait vraiment retravailler tout l'ensemble du site, quoi. Et c'était des fois difficile. Ça prenait du temps, mais c'était nécessaire de le faire. Donc en termes de coût, après, évidemment, c'est un petit peu plus cher, mais il y a vraiment une nécessité de le faire. Je vous propose qu'on passe au thème suivant, qui est le test utilisateur. Et pas mal de tests utilisateurs. Comment, justement, une fois que vous avez conçu vos interfaces, je suppose que vous les testez? Non. Le test. Ça peut être une politique de ne pas tester. Hein, on le voit encore, nous, parfois, il faut qu'on évangélise nos clients, en fait, de l'importance du test utilisateur et du fail fast, succeed sooner. Plus tôt on fait un test, plus tôt on échoue, plus tôt on va gagner le succès. Et ça, c'est très très important. C'est une logique qu'on essaye, nous, auquel on évangélise nos clients. Chez vous, à la Société Générale, quelle place ont les tests utilisateurs? Alors, on va juste parler de la partie UX, parce qu'après, dans les équipes de dev, désormais, le test prend encore plus de place que la partie développement. Donc, en effet, oui, c'est une culture. Et en fait, à une époque, on parlait culture dev. Maintenant, on parle que culture test sur le plateau. Donc, c'est assez rigolo. Et à tous les niveaux, finalement, donc inclut la partie UX. À part dire qu'on en fait systématiquement. Après, finalement, on a des verbatims assez intéressants qui nous aident, mais c'est beaucoup à la marge. Ça nous aide en termes d'appropriation, parce que derrière, ça va transformer les utilisateurs qu'on a testés en ambassadeurs sur nos produits. Et c'est important parce que nous, on a un gros travail de change management où, en gros, on a des enjeux pour transformer un métier qui passe du papier à l'outil IT. Et du coup, avoir des évangélisateurs sur le terrain nous aide énormément. Donc, on utilise beaucoup ces tests pour acquérir des ambassadeurs.
Sinon, après, ouais, c'est une pratique assez systématique désormais. Et est-ce que les tests sont les mêmes selon les pays? Je sais qu'il y a des pays asiatiques pour lesquels les tests utilisateurs, c'est très compliqué. Je crois que Yoann, tu as une expérience là-dessus. Il me semble qu'on avait discuté que c'était difficile de faire des tests utilisateurs au Japon. Ah oui, c'était pas des tests, c'était des études pour le coup. Des études. Parce que voilà, je sais qu'en Chine, toujours sur cet article, en Chine, c'est très très compliqué de faire des tests utilisateurs parce que ce n'est pas dans la culture de critiquer en fait. Et moi je voulais savoir si aussi en Allemagne, qui est une culture franche, mais dans laquelle la critique s'exprime peut-être moins directement qu'en France, aussi comment c'était, ou différemment. Alors, pour l'Allemagne, je peux pas dire, peut-être que tu... Parle-nous de ton anecdote. Ouais, non, moi l'anecdote, je bossais pour AXA et on allait faire des études d'utilisateurs sur le sujet de la retraite notamment, qu'on avait fait aussi en Allemagne au passage. Et en effet, il y a une culture au Japon de pas trop se délivrer en fait, donc très difficile de parler. Et l'agence avec laquelle on travaillait était aussi japonaise parce qu'il fallait quand même un relais local important. Et donc la complexité, ça a été vraiment de faire dire aux gens leurs problèmes, parce que les études en UX design, c'est identifier les problématiques des gens. Et identifier le bon problème permet potentiellement de faire des hypothèses de solutions et après de les tester justement. Mais si on n'a pas identifié un problème, ça sert à rien. Donc il fallait vraiment demander aux gens, essayer de les questionner pour avoir les problèmes. Et en fait, les gens ne voulaient pas donner leurs problèmes. Pas du tout. Malgré les questions, malgré etc., il a fallu vraiment creuser, les faire parler très très longtemps pour qu'à la fin, ils disent que concrètement, Tokyo, c'était une ville qui était très stressante, que le boulot, ils en avaient ras-le-bol, et que leur rêve, c'était de se barrer à la campagne pour monter un petit restaurant et arrêter d'être stressé comme ça, quoi. Voilà. Et en fait, il y avait vraiment 20 minutes, alors que c'était des interviews qui à la base duraient justement 20-30 minutes. Il a fallu qu'on rallonge les interviews pour pouvoir créer un climat de confiance, etc. Et même la fille qui faisait les interviews, qui était une japonaise, en fait, moi, je l'avais à l'oreillette et je lui disais, mais non, mais creuse ici, etc., en anglais en plus. Et du coup, elle se retournait vers moi en disant, mais non, je peux pas, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Enfin, c'était vraiment très compliqué, quoi. Et du coup, là, on sent les différences de culture pour essayer de travailler et de faire. C'est pas du tout pareil. Et pour le Japon, il y a aussi les notions d'écriture et d'image. C'est pas une société de l'image, c'est une société aussi beaucoup d'écriture. Et donc tout ce qui est image, d'ailleurs si on va à Tokyo, les publicités, souvent c'est juste de l'écriture, quoi. Donc c'est aussi une différence très importante quand on utilise des métaphores, ce qu'on fait beaucoup en UX design, en design, pour représenter un concept compliqué. On va utiliser une métaphore et représenter ça sous forme d'une image. Au Japon, ça va pas forcément marcher. Merci. Et en parlant des tests chez ABTST, alors qu'est-ce que vous constatez chez les clients, justement, est-ce qu'ils veulent avoir des tests différents selon les différents marchés sur lesquels ils sont, comment est-ce qu'ils s'approchent de ce sujet? Alors nous, on va être vraiment le pendant data pour le coup des tests utilisateurs. Et heureusement pour nous, ça se fait de plus en plus. La plateforme ABTST a été lancée en 2012. Il nous a fallu 4 ans pour dépasser le milliard de visiteurs testés. Il nous a fallu 2 ans supplémentaires pour dépasser les 10 milliards de visiteurs testés. Donc il y a une très forte accélération de nos clients sur cette logique test and learn, fail fast. Mais il faut effectivement trouver les idées avant et savoir qu'est-ce que je veux optimiser. Donc ça passe par de la data, l'analytics, des data scientists, c'est une nouvelle chose à la mode. Mais ça passe encore et toujours par des logiques de focus group. En présentiel ou à distance maintenant. Et par exemple, on a fait une conférence il n'y a pas longtemps avec l'atelier des chefs et Testapic, qui est une plateforme qui permet de faire des tests utilisateurs à distance et de manière un peu plus massive qu'en présentiel. Et du coup, ça peut le faire à travers plusieurs pays. Et à partir justement de ce focus group et de ce test utilisateur, ils avaient identifié 21 points à améliorer. Et par contre, pour trouver parmi ces 21 points à améliorer le Saint Graal, un peu compliqué. Et donc du coup, ils se sont servis de la plateforme ABTST pour générer toutes ces combinaisons. Donc ça a pris un peu de temps. Et à la fin, on a trouvé une page qui a augmenté de 50% le chiffre d'affaires. Et derrière, finalement, il y a encore eu des itérations parce que via la data, ils ont observé qu'il y avait des points de blocage. Ensuite, en fonction des pays, clairement, il y a des tests qui vont être différents. Sur les US ou sur le UK, on va on s'intéresse pas tant que ça au contenu,
puisque c'est des pages qui sont très simples, ou en tout cas on fait attention aux détails, à un wording, mais il y a encore beaucoup de tests de structure. Comment est-ce que je fais pour que ma page elle soit plus légère? Ça, c'est, je veux une page plus légère, toujours plus légère, je vais enlever des choses et me concentrer sur un message à la Apple. Donc par exemple avec Ashley Fourniture, qui est un de nos clients aux États-Unis, on a fait beaucoup de tests sur le tunnel pour enlever des étapes, enlever des étapes, enlever des étapes. À la fin, il n'y en a plus beaucoup. À l'inverse, chez Conrad, en Allemagne, va plutôt chercher à rajouter du contenu pour effectivement rassurer. Un test qu'on a mené avec eux, c'était sur l'intégration de vidéos pour comprendre les produits ou voir en action les produits les plus chers. Donc on avait déployé sur pas mal de pages produits des vidéos pour observer les interactions. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que sur des produits chers, donc supérieurs, en tout cas chers dans leur esprit, supérieurs à 50 €, on observait une vraie amélioration de la conversion, plus 14%. En revanche, sur des produits moins chers, effet inverse. Les personnes finalement perdaient du temps à regarder le produit et il n'y avait plus cet achat d'impulsion sur des produits moins chers. Et Jérôme, chez AXA, est-ce que les tests, du coup je vais mixer un prochain thème parce qu'on va gagner un petit peu de temps, est-ce que les tests sont aussi un facteur d'accroissement du ROI en fait? Est-ce que tu constates que tester, c'est favorable au ROI ou pas du tout, peut-être? Pas du tout. Ouais, donc bien sûr, effectivement, nous, on pousse ça en mettant en avant que faire ça, c'est pas dépenser plus, mais dépenser moins au final. Pour convaincre de ça, à un moment, on s'est penché vraiment sur des exemples concrets, sur des choses qu'on a faites, peut-être qui sont du coup assez facilement reproductibles. Donc une fois, on avait un truc à concevoir, on fait un test, donc on fait une itération, on modifie la conception, et voilà, donc tout ça, ça a coûté temps à réaliser. Je vous passe le détail des chiffres, mais ce qu'on a demandé, c'est que aux PO et aux développeurs, etc., on a dit, ok, maintenant, est-ce que tu peux nous chiffrer ça si on ne l'avait pas fait via un test, si on avait fait cette itération après une mise en prod, on se rend compte qu'on avait fait fausse route et qu'il fallait refaire et qu'il y avait du rework. Voilà. Et donc, du coup, on a mis face à face ces deux coûts, et c'était complètement évident qu'on avait gagné de l'argent en investissant quelques jours de tests utilisateurs. On en avait économisé 10 fois plus en rework que 3 mois, 6 mois, 1 an après, quoi. Henry, pour la Société Générale? Je rebondirai après sur la partie économique. Sur la partie pays, nous, notre deuxième hub le plus fort, c'est donc en Inde. Et en Inde, c'est un peu comme à Tokyo ou au Japon. C'est-à-dire qu'il y a des codes culturels très très forts. Donc on avait du temps à comprendre. On faisait des ateliers et en fait, on sortait rien, mais vraiment rien, incroyable. Ils étaient tout le temps contents. Tout le temps. Et d'ailleurs, on le voit, on a d'autres outils, des surveys, etc., où il y a systématiquement 1,5, 2 points au-dessus de satisfaction côté l'Inde. Mais ça ne veut rien dire en fait. Donc du coup, au fur et à mesure, on a appris. Donc typiquement, on ne peut pas mettre et des chefs et des pas chefs dans le même atelier, sinon les pas chefs ils parlent jamais. On peut pas mettre, alors en Inde c'est un peu spécifique, des hommes et des femmes, ou en tout cas on essaye de séparer les deux populations, sinon les femmes vont s'exprimer moins librement. Et puis on a trouvé finalement la population magique, c'est la dernière génération, qui pour le coup est globale, et ils ont beaucoup moins de filtres. Donc eux pour le coup arrivent enfin à sortir un certain nombre de choses. Avant, on en était arrivé à... alors pour ceux qui ont déjà visité un peu ou sont passés en Inde, ça c'est un signe important chez eux. Et en fonction de comment ils le font, de la vitesse, de l'angle de la tête, ça peut dire oui, non, peut-être, pas du tout, jamais. Voilà. Donc, et on en était arrivé à faire même des formations sur le comportement indien et comment il faut l'interpréter en fonction d'eux. Donc voilà. Donc, complexité aussi des populations internationales. Après, sur la partie économique, on a de la même façon, on s'est posé des questions sur si on n'avait pas fait la partie test utilisateur, qu'est-ce qu'on aurait perdu. Et sur, en tout cas, une plateforme, on en est arrivé à en gros 30% de gains en termes d'efficacité grâce au test utilisateur. Voilà. Après, c'est un one-off. Est-ce que c'est systématiquement le cas? Ça me semble pas délirant en tout cas. Ok. Je propose qu'on passe au thème numéro 5 et ce sera notre dernier thème. Comme ça, on passera aux questions-réponses et puis on parlera de la transformation digitale lors du cocktail avec du champagne et des petits fours.
justement, bon, on a déjà abordé plusieurs fois le contenu, mais on insiste encore un peu parce que c'est on sent de plus en plus important, justement aussi dans l'UX, d'en tenir compte. Qu'est-ce que vous en pensez, ou comment ça se passe dans vos entreprises respectives? Quelle place occupe le contenu dans l'UX design en fait? Est-ce que voilà, c'est quelque chose, justement, Yann a déjà dit, bon, finalement, on finit peut-être par on se rend compte que aussi le contenu, déjà par sa nature de la langue, on va dire en termes de longueur, ça prend tellement d'importance que finalement on finit par adapter les interfaces. Donc on se plie un peu, même si voilà, on ne voulait pas. Mais qu'est-ce que, par exemple, peut-être encore, Marie, si tu veux dire quelque chose, chez la Société Générale, le contenu, vous le placez où en fait, dans l'importance pour l'utilisateur? Alors, comme nous, on avait historiquement des experts qui étaient à l'origine de nos plateformes, on avait des plateformes qui étaient très très verbeuses, avec énormément de contenu. Et honnêtement, on a complètement renversé cette logique-là. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des pages les plus légères possibles et de guider énormément le parcours de l'utilisateur. Donc on va vers, au contraire, un design très épuré et un minimum de texte. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on dépasse 2, 3, 4 lignes à lire, en fait, on perd, ou le message n'est pas bien compris, les boutons ne sont pas bien utilisés. Donc en fait, on est vraiment sur un contenu aussi light que possible. Ok. Et merci. Victoria, ce qui m'intéressait, c'est justement, comme en contenu, je pense que tu es quand même experte sur ce sujet. Vos clients, j'imagine que vous en avez pas mal mais qui font peut-être, qui commencent par faire, on va dire, des simples traductions standards, et qui sont peut-être débutants dans l'internationalisation, qui petit à petit se rendent compte que, bon, en fait, c'est pas bien, je peux pas traduire mot à mot, ça se passe pas, je ne veux pas adapter le contenu à mes interfaces. Donc est-ce que toi tu constates que peut-être il y a aussi de plus en plus des clients qui demandent justement d'aller plus loin que la simple traduction? Comment est-on ressenti? Alors, je pense que s'ils travaillent avec nous, c'est que c'est pas des traductions mot à mot, j'espère en tout cas. Non, mais voilà, pour répondre vraiment à la question, si en effet c'est ce qu'on fait, donc on accompagne désormais 10 000 clients donc dans l'adaptation de leurs contenus digitaux. Et donc ça peut paraître banal, on peut se dire voilà, c'est une traduction, finalement qu'est-ce que ça apporte? Et en travaillant avec eux, on se rend vraiment compte que ça impacte en fait tous les points du final d'achat. Donc déjà pour attirer en fait les visiteurs, donc notre credo c'est qu'il faut que le client se sente comme chez soi sur votre page dans toutes les langues. Donc ça on comporte donc être trouvable sur du SEO. Donc on a fait d'ailleurs, je pense avec Abitesti qui avait fait un cas sur Etam, qui avait mis par exemple le mot pyjama et musette, il avait testé là-dessus, et je pense qu'en Russie effectivement l'un n'était pas compris et l'autre était compris, donc tout de suite plus de conversions, plus de visites sur le site, etc. C'est hyper important pour la conversion, donc tout ce qui est confiance dans le site, et du coup là il y a des éléments qui vont beaucoup au-delà, comme tu le dis, de la traduction littérale ou de la traduction déjà si elle est faite par des natifs. Voilà, normalement il n'y a pas à chercher là-dessus, mais ça va plus loin que ça effectivement. Donc ensuite, on peut penser aux éléments de localisation comme les moyens de paiement. Ça peut être des éléments comme les jours fériés, par exemple. Vous avez le carnaval au Brésil qui est un vrai événement. En France, vous mettez une annonce sur le site, une pop-up, ça intéresse personne, limite ça va déranger. De même en Allemagne, les vacances de Noël par exemple, ou les vacances de ski, il y a des entreprises entières qui sont en vacances à certaines périodes. Pourquoi pas mettre en fait un contenu adapté sur votre site. Ça comprend aussi du coup effectivement les mentions légales, ça peut être les grands événements pour l'e-commerce, donc un Black Friday, c'est pas peut-être la même chose dans un univers américano-anglais, anglo-américain que en Italie par exemple. Donc vraiment ça c'est ce sens Et ensuite sur le contenu à proprement parler, en effet sur les traductions, l'important c'est que ce soit des gens qui sont dans le pays. Donc c'est un peu une stratégie différente, je pense, qu'Adobe qui fait tout en interne, parce que vous êtes très très grand et vous avez, je pense, les moyens effectivement d'avoir
Voilà, quelqu'un dans tous les pays. Donc nous, on a 5000 plus de 5000 qui sont traducteurs qui sont partout dans le monde, avec du coup l'avantage qu'eux, ils s'imprègnent régulièrement de ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est très important. Si vous avez de nouveaux mots qui surgissent, notamment dans le digital, et que c'est quelqu'un qui a quitté son pays il y a 20 ans, et ben, il ne va pas traduire de la même manière. Donc ça, c'est en effet, voilà, il faut tout faire pour que l'utilisateur se sente bien sur le site, qu'il ait confiance, qu'il ne se rende même pas compte. Et ça comprend aussi les alt textes sur les images elles-mêmes. Je parle de bus. À Londres, voilà, un Londonien, il va penser à un bus rouge. Nous, on pense à un bus de la RATP. Si moi, je vais sur un site où on parle de bus, je vois un taxi indien, je me dis, ah non, c'est peut-être pas un site européen, je ne vais pas acheter. Donc, il y a tout ce genre de choses qui, effectivement, c'est pas le cockpit dans un avion, mais ça impacte la conversion. Voilà. Et effectivement, on le voit pour conclure là-dessus, c'est en fait, il y a 55% des utilisateurs, je pense, qui n'achètent pas sur un site qui n'est pas dans leur langue maternelle. Donc c'est anglais y compris, tout le monde ne parle pas anglais. Et effectivement, on observe des taux de conversion augmentés de 70% quand un site est bien localisé. Donc je pense que ça, c'est vraiment des chiffres. Voilà, exactement. Je vous propose, parce que là il ne reste plus beaucoup de temps et pour profiter des échanges, et je pense que vous avez peut-être beaucoup de questions à poser aussi dans la salle, de passer à une phase de questions-réponses. Donc si quelqu'un a une première question, donc on pouvait aussi aborder les thèmes du retour sur investissement. Oui, vous pouvez revenir sur tous les sujets. Et de la transformation digitale également dans les entreprises à travers l'UX design. C'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets. Peut-être il y a des points que vous souhaitez affiner un peu ou pas. Oui. Une question sur la différence France-Allemagne et dans chacun des deux pays, sur la différence entre expliquer du contenu ou une infographie. On utilise beaucoup en France l'infographie. La vidéo est plus ou moins à la mode en fonction des marchés. Est-ce que là vous avez testé sur Tout va bien. Vous avez une différence entre une infographie et une très graphique, une différence statique, quelque chose de plus vidéo. Est-ce que vous avez de l'expérience par rapport à ça? Donc en fait, ici, il y a plus, s'il y a ce marché, il faut plus utiliser quelque chose de statique ou mieux mettre en vidéo parce que ça paraît mieux aux utilisateurs. Clairement, on observe des différences et aussi des changements de tendance. Il y a quelques années, là, je parlais pour ABTST, on faisait des contenus qui étaient relativement courts, très visuels. On essayait d'intégrer de la vidéo, des gifs animés pour expliquer notre interface. Clairement, maintenant, si on fait 100 gifs animés, ça ne marche pas. Tout le monde veut voir sur des sites de plateforme SaaS un gif animé qui vous montre comment est l'interface. Et là, la tendance s'inverse. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent du temps sur Medium et qui vont lire des longs articles? Et maintenant, on voit de plus en plus de clients qui nous demandent plutôt des articles longs avec un petit résumé au début quand ils n'ont pas le temps, quelques chiffres clés et un article très long, très détaillé. Et ça, pour le coup, à travers tous les pays. Ça va encore plus loin en Allemagne, on va chercher vraiment le détail, la fonctionnalité, comment elle fonctionne. Un petit peu moins aux US ou au UK, mais en termes de contenu, on sent vraiment une vraie tendance de nos clients à chercher un contenu qui est un peu plus exclusif, un peu plus fouillé, mais par contre qui doit être hyper agréable à lire. La vidéo dans les pays anglo-saxons fonctionne d'enfer. D'ailleurs, nous on a des équipes marketing dans les différents bureaux. C'est clairement le bureau UK qui s'est dit je vais prendre ma caméra, je vais aller dans la rue et je vais aller interviewer des utilisateurs finaux pour qu'ils parlent de l'UX et pour qu'on explique à nos clients qu'il faut qu'ils fassent plus d'UX. Et que UK où il y a eu cette idée là. Sur l'Allemagne c'était plutôt comment je vais faire pour expliquer cette fonctionnalité. Mais en tout cas il y a clairement une différence et une recherche de contenu. En termes de format, en termes de longueur, en termes de forme, sur tous les pays. Et pour le coup, les réponses sont assez différentes et varient dans le temps, peut-être en fonction des tendances ou des médias qui nous abreuvent de soit très long, soit de très court à travers Facebook. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ce que je vous propose, sinon, voilà, on va d'abord faire en fait intervenir Céline, voilà. Donc avant de tu veux que je passe des mettre slides tu peux venir ici. Oui, je peux venir ici. Merci. Merci. Vous pouvez y aller, tu poses plein de questions, ça me laissera tout.
Bonjour à tous, merci au Club Digital Franco-Allemand et UX Design de me permettre de présenter le salon C8. Donc maintenant que vous avez toutes les clés, enfin une partie des clés pour aller à l'international et vendre des produits, voilà l'événement qui vous permettra de le faire. Donc je ne sais pas si vous connaissez, le C8 c'est le plus grand salon européen B2B du numérique. Donc c'est un salon qui a lieu à Hanovre en Allemagne, habituellement en mars, mais désormais en juin, donc tous les ans. Et donc sur ce salon, vous rencontrez un certain type de personnes, donc c'est toujours des décideurs de haut niveau, à 70%. Ils viennent de tout type d'entreprise, que ce soit manufacturière et de tous les domaines. Donc vous avez beaucoup de spécialistes IT, les CTO qui viennent chercher des solutions pour leurs entreprises, que ce soit Adidas, que ce soit les entreprises automobiles. Et donc c'est l'occasion de rencontrer ces personnes dans un cadre festif et de leur proposer vos solutions numériques. Donc il y a plusieurs façons de participer au salon. Alors d'abord vous pouvez exposer. Donc pour les startups digitales, il y a un tarif de stand clé en main minimum qui permet d'exposer dans des conditions idéales pendant les 5 jours du salon. Pour les entreprises, vous avez des fair packages et il est possible de visiter si vous voulez vous faire une idée avec une réduction en tant que membre du club digital franco-allemand de 50% sur les billets. Voilà. On a aussi un événement que nous allons réaliser à la station F et donc c'est l'événement presse du CeBIT qui combine la conférence de presse d'annonce de cet événement B2B du numérique donc, et qui comprendra en fait un pitch de start-up. Donc si vous avez des start-up digitales numériques qui veulent aller à l'international, elles pitchent, il y a un vote du public et une sélection de sponsors et ces start-up gagnent un stand clé en main pour participer au salon gratuitement. Donc c'est l'occasion de développer le business sans dépenser aucun argent. Et donc vous êtes bien sûr invité à cet événement à la station F. Il aura lieu fin mars et on devrait faire parvenir les informations via le Digital Club franco-allemand. Voilà. Si je peux vous montrer du coup peut-être un petit témoignage d'exposants français. C'est une start-up digitale qui a participé au C8 l'année dernière. Voilà. Donc c'est un salon B2B, hein, c'est pas... Le son, par contre. Non. Le contexte IBM plus connu sous le nom d'AS400, et la technologie .NET, technologie Microsoft permettant le développement de systèmes d'information. Vous êtes sur le CeBIT, pourquoi? Quels sont les marchés que vous attaquez et le type de contact que vous voulez réaliser? On est venu au CeBIT pour être confronté au monde informatique, découvrir des nouveaux clients, découvrir leurs besoins, découvrir le contexte dans lequel ils travaillent et comment notre solution, notre offre, pouvait s'intégrer dans leur offre pour leurs clients et au final faire une analyse de comment on pouvait se développer, pas simplement sur la France et notre environnement immédiat, mais s'ouvrir sur le monde d'une manière globale. Ici, vous êtes là pour le marché européen ou le marché allemand vraiment ciblé ou pas? Je pense qu'on est venu pour le marché mondial et on en a la preuve parce qu'on a eu des contacts vraiment du monde entier, beaucoup d'Indiens, beaucoup de personnes originaires d'Asie et évidemment des Européens, quelques Allemands évidemment, mais des gens de tous horizons. Oui. Et des gens intéressés par la solution, parce que c'est vraiment une nouveauté, et le besoin existe. En fait, on répond à une demande qui est latente et la solution arrive à point pour certaines sociétés qui sont vraiment en recherche de solutions pour leurs clients, pour l'environnement informatique d'aujourd'hui. Et donc vous êtes content de cette présence au CeBIT pour l'instant? Pour l'instant, très très content, ravi. Rassuré. Super. Et on prend le point en fin de semaine et on va préparer le roadshow pour les semaines à venir et les mois à venir en Europe, pas certainement pour l'instant. Voilà, donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis en espérant vous voir à la station F ou au CeBIT en tant que visiteur ou en tant qu'exposant. Voilà.
merci Franck pour Merci. cette présentation. Donc s'il y a déjà des intéressés, vous pouvez vous adresser à lui dans la salle tout au fond. Voilà, pour un petit cocktail networking. Donc voilà, si vous avez encore le temps, si vous n'êtes pas pressé à rentrer avec ce temps. Voilà, il y aura nos speakers. Nous remercions nos speakers d'avoir pris le temps d'avoir bravé la neige, le froid, les intempéries, les bus de la RATP qui ont traversé les routes. Enfin, merci beaucoup. Merci d'être venu si nombreux. Merci beaucoup. Sinon, les deux artistes qui ont presque fini, qui vont continuer, pendant que nous allons nous diriger vers le champagne des petits fours. Ils vont continuer, peut-être qu'on leur apportera une petite coupe. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Gaspard. Merci à Faune Savane à la régie. Et si vous souhaitez discuter avec les gens du X République, vous avez Paul, Simon, Elsa, Andrea, Marie, Adrien, Gaspard, moi-même, Yann, qui sommes à votre disposition. Il y a Laura aussi au fond. Voilà, je vous invite à nous suivre dans le couloir et au fond de l'open space. Et ce sera l'occasion de continuer la discussion avec nos speakers aussi sur comment ils ont mis en place et réussi à faire de l'UX dans leur entreprise. Merci.